quand je vais tomber sur une image, sur un contenu qui est choquant, je vais pas me retrancher dans ma chambre en me disant j'aurais pas dû. Je vais oser en parler aussi à l'adulte qui va pouvoir m'accompagner. Juste jeter les écrans ça te rend débile. Si tu ne sais pas ce qu'il regarde, tu ne peux pas dire ça et en plus tu stéréotypes une action que toi-même tu fais en permanence. Ça ne marchera pas parce que les parents, ils veulent que l'écran occupe leurs enfants pour aller faire autre chose. Et en fait, ce que les parents préfèrent dans mon appli SoftKids, c'est d'avoir un temps avec leurs enfants où ils peuvent échanger et discuter. Plutôt que de dire posons-nous des vraies questions et développons des politiques publiques à la hauteur de l'ambition, tiens, c'est la faute du jeu vidéo. C'est tellement pratique. Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Parents, le podcast qui décrypte l'éducation du XXIe siècle. Je suis Solène Boquillon-Legoisiou, fondatrice de SoftKids et autrice du livre « Préparez vos enfants au monde de demain ». Chaque semaine, je vous propose de se retrouver avec mes invités autour des questions d'éducation et de parentalité du XXIe siècle. Cette semaine, on accueille tout d'abord Barbara Meyer. Salut Barbara. Salut Solène. Donc Barbara, vous la connaissez bien, c'est notre Shiva de la charge mentale et c'est l'autrice de J'arrête d'être débordée et elle revient de 10 ans d'expatriation aux US. Ensuite, nous accueillons Axel Dessin qui, je pense, va rejoindre la communauté des invités permanents puisque c'est la 3e fois qu'Axel vient dans Génération Parents. Donc, Axel est la directrice d'Internet sans crainte qui sensibilise les jeunes et les parents aux usages responsables du numérique. Salut Axel. Salut. Et enfin, notre invitée spéciale, Anne Cordier. Donc Anne, tu es professeure des universités en sciences de l'information et de la communication, directrice adjointe du CREM, qui est la valorisation de la recherche et du dialogue sciences-société. Et co-responsable du master CIDOC, tu nous diras ce que c'est le master CIDOC. Et tu traites des enjeux du digital, de l'information et des enfants depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Hein. Faut pas dire ça comme ça, mais oui, c'est ça. Merci Anne d'être avec nous. Alors cette semaine, on va explorer 3 grands sujets. Alors comme d'habitude, une actu. On va parler de la réforme de la formation des enseignants. Ensuite, le débat de la semaine, écran et enfants, toutes les idées reçues que nous allons discuter avec Anne. Puis l'astuce parent de la semaine et enfin notre rubrique parents largués pour ne plus être largués, justement. Allez, c'est parti, on démarre avec l'actu de la semaine. Aujourd'hui, on a eu des news, la semaine dernière plutôt, on a eu les news sur un des grands chantiers de l'éducation nationale qui est la réforme de la formation des enseignants. Alors on peut dire encore une énième réforme parce qu'il y a toujours des réformes et à chaque nouveau ministre on a des réformes. Mais faut savoir que concernant la formation professionnelle, depuis 1989, elle a été modifiée 5 fois. Et à chaque changement de ministre, ou presque, on a une nouvelle organisation. Et la dernière grande réforme qu'il y a eu sur ce sujet, c'était en 2021 par Jean-Michel Blanquer, qui a relevé à Bac+5 le niveau de concours. Et résultat, on a eu une chute massive du nombre de candidatures, puisqu'on a eu moins 45% de candidatures dans le premier degré, donc école maternelle et primaire, et moins 21% dans le second degré, donc collège et lycée. Donc on a une pénurie chez les enseignants qui est un peu disparate aussi selon les académies. Alors moi par exemple je suis dans l'académie de Versailles et j'avoue qu'on le sent bien passer la pénurie d'enseignants. Et donc il y a eu 3000 postes non pourvus en 2024. Et donc François Bayrou et Elisabeth Borne ont annoncé le 28 mars une réforme avec un concours des Bac+3 fin de licence. 2 années de formation rémunérée, une première à 1 400 € net par mois, une deuxième en master 2 à 1 800 € net par mois, des stages dès la licence 1 et un engagement de 4 ans de service public après la réussite au concours. Alors, le coût estimé de cette réforme, c'est 500 millions d'euros. Alors, il y en a beaucoup qui disent que c'est une réforme de bon sens, mais il y a aussi pas mal de critiques, notamment d'un des principaux syndicats d'enseignants qui disent que c'est un pari hasardeux parce que ça va baisser le niveau de la formation initiale. Alors, vous,
Est-ce que vous avez un avis sur ce sujet-là? Anne, toi qui es enseignante, prof. Ben, oui, alors un avis, un avis, je sais pas si c'est en fait un ressenti, peut-être. En fait, tu disais tout à l'heure, mais c'est quoi ce master, le master CIDOC? Ben en fait, c'est donc CIDOC, c'est pour sciences de l'information, documentation. En fait, c'est la spécialité disciplinaire universitaire des professeurs documentalistes qui sont les spécialistes de l'éducation aux médias et à l'information dans le système éducatif français. De vrais enseignants comme les autres qui passent donc un CAPES et qui dépendent d'un master MEF, donc les fameux masters des métiers de l'éducation, d'enseignement et de la formation qui subissent la fameuse réforme en question. Et en fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, depuis que je suis entrée dans le milieu universitaire, j'enseigne dans des masters MEF, parce que c'est vraiment mon cœur et mon plaisir, cœur dans tous les sens du terme, en fait, de métier, l'enseignement. Et donc, je forme des enseignants, et donc, j'ai l'impression d'être très vieille, même si tu as dit que ça faisait des dizaines d'années, en fait, c'est pas totalement non plus ça. Mais en fait, j'ai l'impression d'être hyper vieille parce que j'ai l'impression d'avoir essuyé déjà beaucoup de réformes et de pas en fait avoir eu le temps de voir en tant qu'enseignante les effets de la mise en œuvre d'une réforme. Et donc, c'est donc, du coup plus un ressenti qu'un avis que je te donne parce que cette réforme, là, je ne sais pas trop ce que je peux et dois en penser, parce qu'à vrai dire aussi, j'ai pas. En fait, on n'a pas plus d'informations que vous. Voilà, je crois que ça, il faut quand même que les gens l'entendent. Moi, je suis enseignante à temps complet à l'université. Je forme des collègues futurs enseignants. Donc, j'ai des étudiants de licence, j'ai des L3. Qui là sont en train d'apprendre qu'il y aura donc un concours peut-être l'année prochaine, mais donc eux ils seront en master 1, donc ils vont faire lequel? Et j'ai des L2 qui donc là apprennent maintenant que peut-être l'année prochaine il y a un concours. Moi j'ai pas d'informations à leur donner, je ne sais pas, et je crois que c'est ça qui est peut-être le plus, tu vois, je peux pas avoir de recul, j'en ai pas parce que je n'ai pas suffisamment d'informations sur le sujet. Ok, et alors moi j'avais une autre question pour Axel parce que en même temps que ces annonces, ils ont reparlé du fait que il y aura un énorme focus sur les matières fondamentales. Donc comme d'habitude, lire, écrire, compter avec une reconquête de l'écrit, mais il y a absolument rien qui a été dit sur le numérique éducatif ou même l'éducation aux médias, aux réseaux sociaux. Est-ce que toi, Axel, tu penses que c'est encore un sous-sujet où ils n'ont pas encore compris les enjeux? Je vais espérer comme Anne que peut-être il n'y a pas encore tous les détails de la réforme et toutes les informations, parce que je suis allée explorer et effectivement je n'ai vu aucune information sur ce sujet, alors que c'est quand même demandé depuis longtemps, et d'ailleurs que cette éducation elle démarre très tôt. On me demande même dès la maternelle en fait que ces sujets-là, et ça peut très bien se faire de manière déconnectée. Et l'éducation média, heureusement, elle est présente à l'école, mais elle a besoin aussi d'évoluer avec les outils d'aujourd'hui et les moyens d'information aujourd'hui. Puis je pense à l'IA, qui est déjà massivement utilisée par les jeunes. Alors, je vais pas dire ce mot jeune, mais enfin voilà, par les enfants, mais surtout les adolescents. Quand même, on a des chiffres assez importants. Déjà, plus de 60% des ados, dès la fin du collège-lycée, l'utilisent. Et c'est dommage parce que ce décalage-là, ça risque de peut-être les enfermer dans certaines pratiques qui sont pas les plus intéressantes pour bien utiliser les IA génératives. Et il y a besoin effectivement de réduire ce fossé. Donc j'espère qu'il va y avoir des bonnes surprises et des annonces autour de ça. Sur le contenu de la formation, mais ouais, du coup c'est parce que vous avez plongé dans le contenu de cette réforme et le contenu des programmes, mais il y a aussi la forme, c'est-à-dire on réduit d'un an la formation. Aux US, c'est déjà le cas, c'est 4 ans pour devenir prof avec plein de stages et dès la première année. Je pense que ça c'est important quand t'es prof, de savoir quand t'as envie d'être prof que très vite tu sois confronté à une classe, à un enseignement, parce que il y a aussi beaucoup de désenchantement dans les profs, beaucoup d'absentéisme et de désenchantement. Donc plus vite tu les
tu confrontes les profs à la réalité, mieux c'est. Donc dans le programme là, en tout cas sur la structure du programme, ça je trouve ça vraiment super pour les profs. Et puis la réforme ne parle pas de l'accompagnement, la formation continue. Je pense que c'est aussi important quand t'es prof d'avoir une formation en continu, et là pour intégrer les sujets dont vous venez de parler, notamment l'utilisation des nouvelles technologies au fur et à mesure, des nouvelles technologies et des nouvelles pédagogies, parce que on sait aussi que là les études sur les neurosciences, elles donnent aux profs sur les apprentissages plein de billes, et chaque année on a des informations qui nous aident à éduquer nos enfants sur les neurodivergents. On avait fait une super podcast là-dessus avec Fabrice Pastor. Exactement, Pasteur. Donc voilà, il y a la forme. Je pense que 4 ans, moi je trouve que c'est bien. Le rémunéré, c'est évidemment indispensable. L'engagement 4 ans au service public, je suis pas sûre, parce que en fait l'idée c'est de démamouter, enfin depuis le temps qu'on en parle, c'est de démamouter le mammouth, si je peux me permettre, et en fait en engageant au service public encore 4 ans tous les profs, on réduit rien, quoi. On le rend plus lourd encore, je trouve. Ok, bon, vous l'aurez compris, cette réforme, elle soulève beaucoup d'enjeux et beaucoup de questions encore sur le contenu de la formation, la prise en compte des enjeux éducatifs du XXIe siècle, et puis la reconnaissance de ce métier. Donc, on va suivre ça de près dans Génération Parents, et on vous tiendra informé dès qu'on a du nouveau. Bon, allez, maintenant, on va passer à l'invité. Donc, Anne, je vais te présenter un peu plus en détail. Donc, Anne, tu es donc, comme je disais, professeure des universités en sciences de l'information et de la communication à l'université de Lorraine, au sein du Centre de recherche sur les médiations. Tu es ancienne prof doc, tu es aujourd'hui responsable donc, du master CIDOC dédié à la formation des enseignants documentalistes. On en a reçu une il y a 2 semaines avec le Clémy, qui nous a expliqué son métier. C'était super intéressant. Et tu consacres tes recherches aux pratiques numériques et informationnelles des enfants, des ados et des jeunes adultes dans et hors l'école. Depuis un moment, parce que ton premier livre sur le sujet, c'était en 2003, j'ai vu. Non, 2015, Grandir connecté. Après, oui, je fais de la recherche. Enfin, j'ai commencé ma thèse en 2007. Ah oui, donc 2007. Alors attends, ou alors 2013. Il y en a un. Je me suis dit, ouais, quand même, c'était hyper précurseur de ce. Ah oui, alors 2003, c'est le mémoire. Oui, 2002 en fait. Du coup, le 2002-2003, c'était le mémoire de recherche. Ouais. Et donc tu travailles notamment sur l'éducation aux médias et à l'information. Tu as co-dirigé ou coécrit plusieurs livres, dont Grandir informé, le livre Les enfants et les écrans, publié chez Retz en 2023. Donc bref, tu essayes de nous aider à comprendre comment les jeunes vivent et utilisent Internet et le numérique dans un monde ultra connecté. Et donc, moi, j'avais envie de te recevoir parce que je trouve que t'as une voix qui peut paraître assez différente par rapport à toute cette, on va dire, tout ce qu'il y a autour de l'univers médiatique qui aime bien diaboliser les écrans, et on entend les écrans. Souvent, le temps d'écran, juste, alors que le temps d'écran, ça veut rien dire. Et donc moi je trouve que ce que tu partages, ça aide vraiment à prendre du recul. Et je pense qu'en tant que parent, on en a besoin pour sortir de ce discours très très anxiogène. Et donc le débat cette semaine, c'est les écrans sont-ils
vraiment les nouveaux ennemis de nos enfants. On entend tout et son contraire. On a souvent, enfin moi je sais que je fais pas mal de posts sur les réseaux sociaux sur le sujet et souvent on me balance. J'ai lu La fabrique du crétin digital. On ne peut pas laisser nos enfants avec des écrans. Et puis il y a beaucoup d'idées reçues. Mais pour planter le décor, je voulais quand même vous donner quelques chiffres. Donc il y a 91% des 12-17 ans qui ont un smartphone, 70% qui sont actifs sur les réseaux sociaux. Les 11-14 ans passent en moyenne près de 3 heures par jour devant les écrans hors école. Et l'OMS, elle recommande plutôt 1 heure par jour. Et il y a beaucoup d'idées reçues aujourd'hui. On en a parlé dans Génération Parents il y a pas longtemps avec Aude Guénaud de l'application Plume sur l'écriture, la lecture. Et donc on nous dit les jeunes ne lisent plus, ils n'écrivent plus, ils ne s'informent plus, les réseaux sociaux les rendent bêtes. Enfin voilà, on a vraiment tout un tas d'idées reçues. Alors, toi, déjà, Anne, j'aimerais bien que tu nous dises qu'en est-il vraiment, parce que tu fais de la recherche. Là, tu as passé toute ton année 2023 ou 2024, j'ai lu auprès de 2 classes de terminale pour décortiquer leurs usages numériques. Donc vraiment, qu'en est-il? Est-ce que c'est vrai que nos jeunes ne lisent plus, ne s'informent plus Qu'est-ce que tu vois, toi? Alors, en fait, je pense que je vais répondre évidemment à ta question, mais je pense que voilà, ce qui est important aussi de dire pourquoi peut-être je sais pas si mon discours est différent. Enfin, évidemment, moi, je me rends moins compte en fait, hein. Mais en tout cas, moi, ce que je sais, c'est que je ne parle pas à leur place. C'est-à-dire qu'en fait, je vais dans les établissements scolaires, je vais dans la famille, j'y suis toutes les semaines. Je travaille toutes les semaines en fait dans les classes, et quand je dis je travaille, c'est qu'il y a une part d'observation et puis il y a une part de projets pédagogiques qui sont montés avec les enseignants. Par exemple, là depuis le mois de septembre, tous les lundis, je vais en école primaire, dans 2 classes de CE1 et une classe de CM2 pour travailler sur la mise en place de rituels autour de l'information et des médias avec des enfants. Et je travaille aussi sur leur rapport au numérique. Par exemple, l'année dernière, c'était avec effectivement 2 classes de terminale avec un projet pédagogique toute l'année aussi, tous les vendredis cette fois. Donc voilà. Donc je pense que c'est aussi important de le dire, c'est que c'est pas de l'opinion. Je vais en fait les voir, les interroger, les rencontrer. Je rencontre leurs parents, enfin, je rencontre les profs. Et donc j'ai pas envie de dire qu'ils sont pas crétins. J'ai pas envie de dire qu'ils sont crétins. Je fais juste un travail de recherche de terrain où je rends en fait compte de ce que j'observe. Et donc moi, ce que je vois, c'est d'abord une très grande incompréhension de ce que c'est que les écrans. Ça veut tout dire et rien dire. Donc ce côté aussi mot valise, c'est qu'il faut décomposer la télévision. La télévision, elle est où? Elle est avec qui? Avec qui elle est regardée? C'est la même chose avec le smartphone ou le téléphone. C'est pas la même chose non plus. Enfin voilà, etc. Et puis, donc, une grande incompréhension qui conduit aussi à une grande invisibilisation de leurs pratiques. J'ai dit le mot. C'est-à-dire qu'en fait, eux-mêmes ne montrent pas, ne disent pas ce qu'ils font, parce que aussi, on leur dit, attends, t'es sur TikTok, c'est donc n'importe quoi. T'es en train de scroller, il se passe rien. Ce que tu fais, c'est récréatif. Alors moi, ça me fait beaucoup rire d'entendre que on reproche à un enfant de 8 ans d'avoir des usages récréatifs. Mais oui, mais joue, mais amuse-toi en fait. Enfin, et même à 25 ans, t'as le droit. Et même à 45 ans, t'as le droit aussi d'avoir un usage récréatif. Récréatif veut pas dire stupide. Et donc ça, c'est très perturbant déjà. Et donc en fait, ce qu'on voit, c'est par exemple avec les classes de terminale, enfin les classes de lycée. J'ai fait aussi une grosse enquête avec Lecture Jeunesse sur les 14-18 ans et leur rapport à l'écriture. Qu'est-ce qu'on voit? Eh ben des pratiques d'écriture incroyables via Wattpad, des pratiques de lecture aussi via Wattpad, des pratiques d'écriture qui se font aussi parfois d'ailleurs hors écran. Hein. Ils aiment les Est-ce que tu peux expliquer, Anne, ce que c'est Wattpad? Parce que oui, je suis pardon. pas sûre Wattpad, que tous c'est les un parents réseau connaissent. social. Oui, pardon. C'est un réseau social de lecture-écriture sur qui fonctionne en fait avec des thématiques. On peut aller lire plein de livres, d'extraits différents. Et puis, c'est des amateurs qui partagent entre eux et puis qui commentent. Les amateurs pouvant même parfois d'ailleurs donner lieu à des livres connus, enfin voilà, publiés par des éditeurs. Mais en fait, on voit plein de pratiques très très variées. De la même manière sur les pratiques d'information.
Souvent, quand on leur demande est-ce que tu t'informes, ils répondent non. Mais ils répondent non parce qu'ils se mettent à la place de ce que l'adulte attend. Si évidemment on attend d'un enfant de 12 ans qui s'informe sur le conflit dans la bande de Gaza, ben évidemment il va répondre non. Il a 12 ans en fait. Enfin, il y a un moment, il faut peut-être prendre aussi des lunettes d'enfant, des lunettes d'adolescent pour regarder le monde au lieu de leur imposer des lunettes d'adultes sur le monde d'aujourd'hui. Et nos lunettes sur leur monde, ça va pas du tout. Et puis en fait, on voit aussi des grosses pratiques d'information en réalité avec des créateurs de contenu. Je pense notamment le number one à Hugo Décrypte, présent sur tous les types de réseaux possibles et qui diffuse de l'information d'actualité, sourcée, référencée, fiable, faite de façon pédagogique. Et puis il y a aussi des créateurs de contenu avec lesquels ils s'informent sur leurs loisirs, sur leurs sujets d'engagement. Je pense à toutes ces jeunes filles rencontrées en classe de terminale qui s'informer sur les violences sexistes et sexuelles, et notamment en ligne, et notamment via les réseaux sociaux numériques. Et il faut dire aussi pourquoi. Parce qu'il y a des sujets qui ne sont pas pris en charge par les adultes de leur quotidien, qui ne sont pas pris à la hauteur des enjeux adolescents, et ben ils vont chercher des réponses. Donc en fait, oui, on en revient toujours à la fameuse règle, moi c'est du contenu quoi. Bien en fait, sûr. On ne regarde que le contenant. Et oui. Et moi, c'est vrai que dans l'utilisation des écrans à la maison, je suis très dans le contenu, contenant, contexte. Et je fais vraiment une différence. Et d'ailleurs, tu vois, je vais te raconter une anecdote. Nous, l'année dernière, mes jumeaux étaient en grande section de maternelle et on a dû remplir un papier pour l'infirmière scolaire avec le temps d'écran. Et donc, j'ai indiqué qu'il n'y avait pas d'écran les jours d'école. Mais j'ai indiqué que hors jour d'école, on était sur 1 à 2 heures par jour. Et ben, j'ai eu un mot de l'infirmière scolaire qui a écrit « c'est trop ». Et juste la semaine où j'ai répondu à ça, le dimanche, on avait regardé un documentaire sur les volcans. Et le samedi, on avait regardé, je sais plus, un truc du style Chérie, j'ai rétréci les gosses ou un truc comme ça. Donc en fait, même au niveau de l'infirmière scolaire et de la scolarité, ils regardent le temps et ils ne regardent pas du tout ce qui a été fait avec l'écran. Et j'ai trouvé ça totalement, hors sujet, quoi. Mais oui, mais totalement. C'est un vrai problème parce que tu vois, même quand on donne les chiffres, 3 heures d'écran. Alors d'abord aujourd'hui, il faudrait qu'on s'interroge nous sur notre temps. Dans ce cas-là, si on est voilà, parce que je pense pas qu'on soit voilà. Et puis c'est toujours la même chose. Avec qui, dans quelles circonstances, comment c'est structuré. Enfin ça, moi c'est quelque chose dont je parle beaucoup avec aussi les parents que je rencontre en leur disant ce qui compte c'est qu'ils soient pas seuls, c'est que vous soyez avec. Et c'est que parce qu'en plus comme ça, quand vous ouvrez un espace de dialogue sur des choses aussi de plaisir, de découverte, ben ça va laisser aussi l'espace de dialogue possible. Quand je vais tomber sur une image, sur un contenu qui est choquant, je vais pas me retrancher dans ma chambre en me disant j'aurais pas dû. Je vais oser en parler aussi à l'adulte qui va pouvoir m'accompagner. Toi, Axel, c'est quelque chose que vous constatez sur le terrain, cette dissonance entre ce que les parents voient et ce que les enfants font? Oui, constamment. C'est-à-dire que les parents ont tendance à minimiser, pas imaginer. Et d'ailleurs, on a été amené à faire une enquête avec une ville pour pouvoir justement voir quelles étaient les pratiques numériques des enfants et des adolescents et la perception par les parents. Et c'était vraiment frappant. Et avec les risques que finalement ça comporte, parce qu'on se rend compte que des enfants ont parfois des pratiques numériques assez précoces, vont être sur des réseaux ou avoir des échanges, et les parents n'ont pas du tout pensé à leur aborder ces sujets-là, ce qui fait qu'ils ne sont pas préparés. Et comme ils ne sont pas préparés, souvent les enfants ont l'impression d'être en faute, donc ils vont pas en parler à leurs parents. Et ils vont parfois être confrontés tout simplement à du contenu qui ne sont pas pour eux, parce que ça arrive quand on est sur Internet, ou malheureusement aussi parfois des mauvaises rencontres, rencontrer des personnes malveillantes, parce que ça peut arriver aussi. Mais quand on ose en parler avant, avec ses enfants, de dire que ça peut arriver, on leur donne des clés pour agir, et on leur dit surtout, si ça t'arrive, que ce soit dans le numérique ou dans la vie de tous les jours, en fait, moi, ton parent, je suis là, en fait. Tu peux m'en parler et on va trouver des solutions ensemble. Donc voilà, je rejoins vraiment Anne. C'est pour ça aussi que le communiquer sur le fait que
voilà, ce temps d'écran, mais oublions-le. En fait, c'est pas ça le sujet. Et c'est la question qu'on a systématiquement. J'imagine que Anne, c'est la même chose pour toi, mais on fait des conférences. À chaque fois, j'ai cette question. Dites-moi, s'il vous plaît, le temps idéal. Voilà, mon enfant, il a 10 ans. Non, je réponds jamais à cette question. Ça n'a pas de sens. Mais rappelez que c'est du temps ensemble, c'est être curieux, c'est s'intéresser, sans jugement. Parfois c'est dur, mais d'essayer de le faire sans jugement, d'avoir cette curiosité pour que ça reste toujours un sujet de discussion et ne pas perdre ce sujet de discussion à l'adolescence, là où très normalement aussi, un enfant, un adolescent a besoin de préserver son intimité, d'avoir ses moments à lui, de s'affranchir un peu de la sphère familiale, mais il continue à avoir besoin d'être accompagné aussi. Il a aussi besoin de son parent. Et moi, ce qui me frappe, parce qu'on rencontre beaucoup d'adolescents, c'est la solitude qu'ils ont quand même beaucoup autour de leurs pratiques numériques, avec pas d'adultes identifiés, pas forcément d'ailleurs que les parents, avec lesquels ils peuvent parler de ces sujets-là et avoir des solutions quand ils sont confrontés à des vraies difficultés. C'est ça le sujet aujourd'hui. En fait, les parents sont quand même complètement désarçonnés. Et par exemple, enfin moi, j'ai fait un post là sur la série Adolescence là. Qui est parti viral, là, je suis à 250 000 vues, 800 partages, etc. Mais alors le nombre de messages que j'ai en MP pour me demander comment faire, pour me dire je suis complètement perdue, parce que par exemple je dis apprenez à vos enfants, on en a parlé plusieurs fois à Axel, à dompter l'algorithme. Et donc les parents me disent mais comment je fais pour leur apprendre à dompter l'algorithme? Alors, j'ai renvoyé pas mal de fois sur Internet sans crainte et sur vos contenus, mais je sais pas toi, Barbara, est-ce que tu crois que l'éducation numérique fait partie des nouveaux sujets de charge mentale des parents et qu'ils ont plus de bande passante pour ça? Parce que moi, ce que j'ai l'impression, c'est que les parents n'ont pas le temps de se poser sur ce sujet-là tranquillement. Enfin, ils le prennent pas. Parce que moi, par exemple, quand je dis, moi, souvent le dimanche, on fait un point temps d'écran. Qu'est-ce que t'as consommé cette semaine? Quelles étaient les applications que t'as le plus utilisées? Mais je le fais un peu dans les deux sens parce que je veux pas que mon fils il se dise que parce qu'il y a que mon aîné qui a droit pour l'instant à de l'écran. Ils se disent elle, maman, elle peut rester toute la journée sur Instagram et moi, en fait, j'ai pas le droit. Donc, je lui montre que c'est aussi difficile pour moi, quoi. Le truc que tu mets là, c'est cohérence. Et Anne et Axel, vous l'avez aussi pointé, c'est cohérence entre ce que le parent fait, dit, et puis ce qu'il impose à ses enfants. C'est-à-dire imposer une règle ou juste jeter les écrans, ça te rend débile. En fait, si tu ne sais pas ce qu'ils regardent, tu ne peux pas dire ça. Et en plus, tu stéréotypes une action que toi-même tu fais en permanence. Et alors souvent moi j'entends ouais mais enfin moi c'est pour mon boulot. Non, parce que effectivement les parents aussi ils ont de l'usage récréatif. Donc toutes ces phrases un peu culpabilisantes et stéréotypées, faut évidemment éviter. Et puis le contenant, c'est le liant en fait. Ce que vous dites avec on contrôle le contenu, c'est exactement ça. C'est le contenant est un liant. Donc en fait, si tu connais le contenu de ce que regardent tes enfants, tu peux continuer à communiquer. L'écran, c'est souvent, moi je disais souvent, c'est vraiment le babysitter du pauvre, c'est-à-dire qu'on donne un écran pour avoir soi-même un peu de temps, de liberté, etc. Et donc le temps passé avec tes enfants à expliquer le pourquoi du comment, c'est du temps qui vient effectivement en plus sur ta charge mentale ou sur ton activité, en plus des devoirs, en plus de tout ça. Mais il faut pas le voir comme moi, j'ai envie de dire, il faut pas le voir comme une contrainte. En fait, il faut le voir comme un partage, parce qu'en fait, nous-mêmes, on passe du temps et on s'enrichit. On s'enrichit ou on se divertit à travers les écrans. En fait, c'est pareil pour les enfants. Donc, en fait, on crée une communication et puis surtout, on la garde. C'est-à-dire que une fois qu'elle est établie, c'est beaucoup plus facile pour nous de savoir ce qu'ils vont regarder parce que ils instaurent cette communication en disant j'ai vu ça et sans jugement de notre part, j'ai vu ça sur un Insta, ça m'a fait rigoler, ou j'ai vu ça et j'ai appris quelque chose. Mais il faut pas se moquer, ça ne devient pas une charge mentale quand ça devient une communication fluide avec ses enfants. Et puis il y a un autre sujet qui est
l'addiction, j'ai envie de dire au temps passé, mais quand on dit pose ton téléphone, ça ne veut rien dire à un enfant quand on lui dit pose ton téléphone, parce que c'est pour lui comme pour nous une habitude. Et en fait, on ne remplace une habitude que par une autre habitude. Ça, c'est le principe même de habits, donc de comment on se déshabitue d'une habitude toxique ou voilà qui vous prend beaucoup de temps, qui n'est pas saine, par une autre habitude. Donc, si vous demandez à votre enfant de poser son téléphone, il faut l'occuper. Il faut lui donner une autre activité. Parce que poser pour le poser, ben, en fait, qu'est-ce qu'il fait à la place? Vous pouvez pas lui dire pose ton téléphone, prends un livre. Non. Enfin, il faut aussi l'accompagner. C'est quoi, pose son téléphone, on va au musée, on va se promener, on n'emmène pas nos téléphones. Enfin, qu'est-ce qu'on fait à la place? Parce que le réflexe, je prends mon tel, il est hyper facile. Ouais, bah ça c'est un vrai sujet parce que moi j'ai l'impression que on a du mal à trouver des activités enfin sur à partir d'un certain âge. Il y a quand même une tendance à aller d'un écran à un écran et c'est pour ça que c'est là où c'est important de savoir qu'est-ce qu'on fait dans cet écran. Enfin je sais pas si on a décidé de jouer aux échecs ou de créer du contenu. C'est pareil. Enfin, moi, je trouve que cette nouvelle génération, on dit qu'ils écrivent plus, mais alors qu'est-ce qu'ils sont créatifs quand on voit là, par exemple, sur TikTok, le trend là, je ne suis pas français là. Apparemment, ils ont fait preuve. Alors, je suis pas sur TikTok, mais de beaucoup de créativité. En fait, c'est aussi se dire, si tu utilises quelque chose, tu l'utilises bien et t'apprends à bien t'en servir. Et puis après, moi je pense et alors enfin je vais entre guillemets faire ma pub, mais moi au début quand j'avais lancé mon application, moi c'est un temps d'écran familial et j'avais beaucoup de personnes qui m'avaient dit ce que tu dis, Barbara, ça ne marchera pas parce que les parents ils veulent que l'écran occupe leurs enfants pour aller faire autre chose. Et ben en fait, ce que les parents préfèrent dans mon appli SoftKids, c'est d'avoir un temps avec leurs enfants où ils peuvent échanger et discuter. Et en fait, on se rend pas compte à quel point juste passer un peu de temps pour dire à son enfant, ok, d'accord, là t'es sur tes réseaux sociaux, montre-moi qui est-ce que tu regardes, c'est quoi qui t'intéresse, on regarde ensemble, leur dire tiens quand tu vois un truc, tu me le partages. Et moi par exemple, je demande à mon fils de me faire de la veille sur certains sujets, pour mieux un peu comprendre cette génération, et donc il va me partager des trucs et ça va générer de la discussion. Et donc en fait, il faut aussi, je pense que chacun fasse un pas l'un vers l'autre et que les parents reconnaissent la créativité de cette nouvelle génération et le fait que cette nouvelle génération va s'intéresser à des nouvelles choses, et puis deux, que les enfants partagent un petit peu plus avec leurs parents ce qu'ils font. Voilà moi un peu ce que ça m'évoque. Après, tu sais, moi, moi, je sais que je dis souvent aux adultes, que ce soit les enseignants, les médiateurs ou les parents, pensez toujours à l'enfant que vous avez été, en fait. C'est-à-dire que on a souvent souffert, comme enfant ou comme adolescent, d'adultes qui nous disaient que, moi, par exemple, je suis la génération du loft, de Love Story. Et donc, moi, je me souviens d'enseignants qui nous disaient que on était fichus. Vraiment, on était une génération fichue. On n'allait rien devenir parce qu'on avait vu le bisou dans la piscine et que oui, en terminale, c'était quand même l'événement. En fait, moi, je me souviens dans la classe d'avoir vu un bisou dans la piscine à la télé. Enfin voilà. Et en fait, moi, je dis souvent, il faut prendre soin de l'enfant qu'on a été à travers l'adulte qu'on est en fait, et se dire, mais en fait, bien sûr qu'ils n'ont pas les mêmes codes culturels que nous. Mais heureusement, bien sûr qu'il y a des trucs qui les font rire, on trouve ça un peu bon, mais heureusement en fait, enfin, c'est normal. Et je pense que c'est normal, c'est sain, parce que ça veut dire aussi que ils ont des choses qui les rassemblent, qui leur donnent aussi un sentiment de vivre ensemble, et que ça c'est hyper important. Mais que le vivre ensemble, on doit nous aussi le favoriser de façon intergénérationnelle, parce que il y a un dialogue qui doit être maintenu tout le temps en fait. Et alors, mais du coup, les excès dont on nous parle, est-ce qu'on les voit vraiment? Est-ce qu'ils sont vraiment réels? Où est la limite? Moi, je trouve que c'est aussi beaucoup la manière dont on en parle.
Nous, c'est vrai qu'on aime bien le faire aussi bien avec les ados qu'avec les parents. C'est de bouger ce curseur. C'est-à-dire que effectivement, quand on dit à son enfant arrête, tu vas être débile, ça fait des heures que tu es là-dessus, ou je comprends pas comment tu peux t'abrutir devant ce jeu, on le met en fait en position d'être un peu coupable. Tout est de sa faute. Mais si on déplace le regard en disant quand même, aujourd'hui, les activités numériques se sont concentrées sur essentiellement aussi les réseaux sociaux et un certain nombre de services qui sont quand même conçus, qui sont gratuits, qu'on utilise gratuitement sans se poser la question de ce qu'on donne en échange. Et donc, c'est notre attention et qui mettent en place des systèmes pour qu'on soit le plus coaché possible et que finalement, on est un peu tous victimes de ça. Ben, ça aide tout le monde à dire ah ok, c'est pas notre faute en fait. Donc déjà, ça crée vraiment un point de dialogue parce que ça permet de dire aux parents, tu sais, ben je suis un peu comme toi. Moi, ce téléphone, ben j'ai un peu de mal aussi à m'en décrocher. Tu veux pas qu'on cherche des solutions ensemble? Tiens, si on observait notre temps d'écran et la semaine prochaine, on essaie de voir lequel a réussi. Ben, on en fait un sujet déjà familial, on en fait un sujet de discussion. Et ça permet aussi de déculpabiliser tout le monde. Ça déculpabilise aussi le parent qui a l'impression de ne pas réussir à descoacher son enfant. Il y a ça aussi. Nous, je sais pas si Anne, toi, tu as ce genre de retour aussi de parents, mais on les sent, les parents, finalement, assez coupables. Et ils se sentent défaillants de pas être capables de protéger comme il faut leur enfant. Donc, rappelons aussi peut-être qui sont les vrais coupables pour mettre en place des stratégies. Quand on parlait de dompter les algorithmes tout à l'heure, c'est ça, c'est de se dire, OK, dans mes paramétrages, par exemple, sur quoi j'ai des leviers. Ok, là, j'en ai pas. Je le sais. Oui, on me pousse un certain nombre de contenus. Nous, quand on discute avec les ados, il n'y a pas besoin de leur avoir fait de l'éducation. Ils ont compris que, en tant que fille, on leur pousse certains contenus. En tant que garçon, ils leur poussent certains contenus. Qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Comment je peux avoir un feed d'infos qui me ressemble le plus possible? Est-ce qu'il y a des clés pour ça? Et quand en adulte, on est capable de leur dire oui, voilà là où il y a des leviers, là où il y en a pas, mais tu le sais. Ben on est chacun à sa bonne place et on peut créer vraiment voilà des sujets de discussion et des espaces où on leur apporte une vraie plus-value en fait. Il faut se poser la question de à qui profite cette vidéo. Moi, c'est la question que je pose souvent. C'est à qui profite cette vidéo à ton avis? C'est-à-dire qui va se faire de l'argent derrière cette vidéo? C'est pas parce qu'elle est pas là gratuitement. Donc, à qui elle profite? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça fait des discussions. Et après, je pense qu'il faut davantage se renseigner sur le fonctionnement de toutes ces solutions. Enfin, par exemple, sur Instagram, il y a beaucoup de personnes qui vont pas dans les paramétrages. Aujourd'hui, on peut paramétrer un certain nombre de choses, décider si on veut voir un peu, beaucoup, pas beaucoup de politique. On peut décider de remettre à jour son algorithme comme si on était nouveau, tout frais. Voilà. Et ça, c'est des choses qui sont pas tellement communiquées. Et donc, il faut essayer aussi de mieux comprendre les outils qu'on a. Et j'ai envie de dire d'aller voir le mode d'emploi. Parce que comme tout, il y a un mode d'emploi. Ben c'est tout le problème des discours. Enfin, c'est vrai que oui, il y a la culpabilité en fait qui pèse. Elle pèse beaucoup aussi sur les parents. Enfin, moi, je suis frappée. Je me dis mais comment peut-on faire quoi? C'est-à-dire que les parents font jamais bien. Moi, je suis frappée par les mamans parce que là aussi, enfin. Voilà, il y a un moment, faut dire les choses aussi. Tout ça, c'est le reflet aussi d'une société. C'est les mamans qui portent aussi la question des règles et des conflits et des tensions que ça génère aussi. Voilà, faut le dire. Et les mamans qui sont seules, qui parfois ont 3 enfants à gérer le soir en même temps, voilà. Qui moi viennent me voir en me disant là là je l'ai laissé regarder sur YouTube Kids, j'ai honte, je devrais pas à cause de moi, il va plus parler bien, il va développer des troubles du langage. Il y a une responsabilité institutionnelle qui est majeure aussi, politique, c'est-à-dire qu'on dit aussi n'importe quoi parfois aux parents, aux adultes. Il y a une émeute, on va dire que c'est à cause des jeux vidéo. Il y a un enfant qui frappe un prof, on va dire ah bah oui mais attends, il était sur TikTok. Tout s'explique. Enfin, il y a un moment, il faut aussi arrêter de dire aux parents n'importe quoi, et ça les culpabilise et ça ne leur donne aucun pouvoir d'agir. Et ça, c'est aussi un vrai sujet. La culture numérique, elle est pas que pour les enfants et les ados, elle est aussi pour les adultes. C'est de la formation continue de tout citoyen aujourd'hui, en fait. Et là, ça supposerait d'investir des espaces différents
pour pouvoir accompagner, même quand on est sorti du système scolaire ou quand on est dans d'autres espaces, les gens, et ça passe par des informations dignes de ce nom sur le sujet. Et ben, ce qui nous amène à notre rubrique au secours. Donc, juste pour clôturer le débat, on a bien vu que les écrans, ça dit beaucoup de choses et qu'il faut aller au-delà juste du mot écran et temps d'écran, qu'il faut s'intéresser un maximum à ce que font nos enfants, à ce qu'ils lisent, ce qu'ils écrivent, ce qu'ils créent comme contenu, comment est-ce qu'ils s'informent, parce qu'on dit qu'ils s'informent plus, mais ils s'informent quand même. Il suffit qu'ils aient juste décidé de suivre, je sais pas, Brut ou Hugo Décrypte, ils s'informent. Donc voilà, il faut essayer de vraiment de dédiaboliser les écrans et en parler tous ensemble en famille. Et ce qui nous amène à notre rubrique au secours avec la question de parents. Donc là, je pense à Axel, tu vas peut-être pouvoir nous aider. Donc ma fille de 10 ans veut un smartphone. Je pense qu'elle est trop jeune, mais tous ses amis en ont déjà un. Je ne veux pas qu'elle soit exclue, alors que je m'inquiète. Alors, pour sa sécurité et son usage, que faire? Déjà, il faut se rappeler que, moi je dis toujours ça, hein, un téléphone, c'est un outil. C'est un outil. Et on peut décider d'en faire un outil qui est adapté à l'âge de son enfant. Mais, je vais défendre aussi ça, c'est que quand même, quand on offre un téléphone, c'est un outil individuel, qui est pensé par un usage individuel, donc on estime que son enfant est prêt pour cette autonomie. Donc, on va s'assurer de l'adapter à l'âge de son enfant. Forcément, ça va passer par de la protection, type contrôle parental, j'aime pas ce mot-là, mais qui va s'assurer que on va le protéger du fait de tomber sur des contenus qui sont pas pour eux. Quand je pense à pas pour son enfant, c'est pas que les contenus choquants, il y a tout simplement des contenus que l'enfant va pas comprendre, qui sont pas adaptés. Mais donc il faut aussi se poser la question, c'est pour quel usage en fait? Pourquoi son enfant de 10 ans a besoin d'un téléphone? En fait, c'est quoi son besoin numérique? Et il y a peut-être d'autres solutions, d'autres activités à proposer qui peuvent se faire sur l'ordinateur familial, la tablette, et qui vont faire que c'est encore un usage où on va accompagner l'autonomie, où il y a encore une supervision qui peut être présente, voilà, parce que ça va se faire dans une pièce commune. Donc voilà, c'est ça que j'aurais envie de répondre à cette personne. Mais ensuite, si c'est un téléphone dans lequel on va choisir des applications qui sont adaptées à son enfant, pourquoi pas? Mais offrir un smartphone connecté, c'est quand même aujourd'hui ouvrir la voie vers des applications qui sont quand même pour la majorité interdites avant 13 ans. Donc si on ne veut pas ça en tant que parent, on va forcément mettre son enfant dans une situation de frustration en fait. Donc faisons en sorte que l'outil soit bien adapté à l'expérience qu'on a envie pour son enfant. Bien choisir le menu et les paramétrages. Anne, Barbara, quelque chose à ajouter ou on passe au quiz? Non, moi je suis tout à fait d'accord, c'est très important. Alors je pense malgré tout aussi peut-être, mais là on revient à l'explication de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut que le parent soit en mesure aussi de pouvoir un peu conseiller son enfant en fait, aussi en termes de contenu, c'est-à-dire il y a certes, et Axel a entièrement raison, le fait de dire voilà, il faut des contenus adaptés, lui dire pourquoi ils sont adaptés, en quoi ils sont intéressants pour lui, et puis lui dire tiens est-ce que tu connais ça, tu pourrais aller voir ça, enfin voilà, je pense que ça aussi c'est un rôle parental qui en plus quand même est franchement chouette quoi. C'est une super question pour s'interroger sur la singularité. Tu vois, c'est quand t'as un enfant, tu te dis, c'est quoi ta singularité? Est-ce que tu veux le même que tout le monde? Est-ce que tu veux être copié-collé ou c'est quoi ta différence et ta personnalité aussi? C'est une belle occasion d'avoir cette discussion, surtout à 10 ans. C'est chouette. Non, je dis aussi réfléchir aux alternatives parce que, en tout cas, si on donne un outil connecté, c'est sûr que l'enfant va aller chercher les questions, la réponse aux questions qu'il se pose, qu'on n'a pas forcément pensé qu'il avait déjà. Et donc, voilà, si on veut pas qu'il aille voir du contenu pornographique parce qu'il va avoir cette curiosité et pas parce que c'est malsain, mais parce qu'il se pose des questions sur le corps et comment on fait, on anticipe et on imagine et on propose des alternatives vers des livres, d'autres outils qui sont adaptés parce que ils iront et c'est normal ou ils seront incités à le faire par d'autres. Here we go. Très bien, merci beaucoup pour tous ces conseils. Allez, on passe au dernier quiz. Le quiz pour les parents largués, pour qu'ils soient un peu moins largués.
Allez, on passe au quiz idées reçues ou réalité sur les jeunes et les écrans. On fait le tri. Alors, je vais vous poser un certain nombre de questions et vous allez me dire si c'est vrai, si c'est faux ou si c'est plus compliqué que vrai ou faux. Alors, les écrans rendent les enfants accros. Bah, accro à quoi? Quels écrans? Ouais, moi je dirais certains contenus peuvent Exactement. rendre les enfants accros parce que c'est le modèle économique, mais l'écran en lui-même, non. Donc bah, la réponse c'était c'est compliqué. Il n'y a aucun consensus scientifique sur une véritable addiction aux écrans. Ce qu'on observe, c'est que parfois il y a des usages excessifs ou compulsifs qui sont liés à d'autres fragilités, troubles anxieux, isolement, et l'écran devient un symptôme mais pas la cause. Les jeunes ne lisent plus, vrai ou faux? Faux. Archi faux. D'abord, c'est quoi lire? Et première question. Et deuxième question, est-ce que lire un livre, c'est lire Maupassant, Le Horla de A à Z, ou est-ce que lire un livre, c'est lire aussi des mangas, des animés, des bandes dessinées, et puis des fanfictions, et puis lire un article de presse, parce que par les réseaux sociaux, ils lisent la presse, il faut sortir de l'idée qu'ils ne lisent pas la presse écrite, c'est faux. Donc c'est entièrement faux. Voilà. Ouais. Et ben oui, c'était ça. Ils lisent, mais autrement, sur des plateformes comme Wattpad, dans des stories Instagram, via des posts, des contenus courts. Ce sont des nouvelles formes de lecture qui échappent aux critères classiques, mais qui participent bien à la culture de l'écrit. Alors, troisième question. Ils ne s'informent que sur TikTok et YouTube. Vrai ou faux? Tu dis faux? Ouais, vrai? Oui, faux. Je dis faux pour une raison simple, en fait. C'est que ça c'est une question qui justement permet d'aborder le fait que TikTok, Instagram, tout ça, ce sont pas des sources. Et donc quand on dit ils s'informent sur TikTok, on peut pas faire confiance, c'est stupide, parce qu'en fait TikTok c'est qu'une porte. Et après, si je suis Hugo Décrypte sur TikTok, si je suis Le Monde ou Courrier International, et il y en a beaucoup dans les lycéens qui suivent Le Monde et Courrier International par TikTok, et ben en fait, très bien. Donc ce sont des portes d'entrée principales, mais en même temps, attention, la télévision reste une source d'information importante pour les adolescents, et de la même manière que le bouche à oreille, la famille, les parents sont très souvent mis en avant par eux. Comme source d'information aussi. Et c'est vrai, on l'a vu nous la semaine dernière quand avec la directrice du Clémy. En fait, ils sont en fait on peut dire vrai parce qu'ils s'informent principalement sur les réseaux sociaux à 42%, mais c'est là où ils s'informent. Mais ce n'est pas la source d'information. À savoir qu'on était assez surpris la semaine dernière parce qu'en fait, il y en a quand même 26% qui s'informent sur les sites de presse en ligne. Donc il y a quand même encore des jeunes qui s'informent sur les médias traditionnels. Alors ensuite, le temps d'écran est le meilleur indicateur pour évaluer l'impact du numérique. Je crois qu'on a été clair. Hein. Ouais, on a été clair. Ouais. Faux. Le temps d'écran, ça ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait devant l'écran, avec qui et dans quel cadre. Jouer à Minecraft avec son père ou sa mère n'a pas le même impact que faire du dumb scrolling sur TikTok en pleine nuit. Allez, la cinquième et dernière question. Les jeux vidéo rendent violents. Vrai ou faux? Et même stop ce discours qu'on entend depuis 30 ans, 40 ans. Ah bah oui, mais là c'est revenu avec l'actualité, les faits divers. Et je pense que je vais laisser Anne parler de ça sur la partie scientifique, mais je pense qu'il y a plus d'effets bénéfiques aux jeux vidéo et en plus c'est quand même une chouette activité numérique à partager en famille. Et quand on parlait de créer du dialogue, voilà, ça peut être un espace. Et aller vers son enfant, son ado, en lui disant à quoi tu joues, je peux essayer, je peux jouer avec toi. Voilà, c'est déjà engager une conversation sur le sujet, une conversation apaisée, quoi, qui est pas sur l'arrêt du temps d'écran, mais sur des éléments scientifiques. Anne a peut-être des éléments. En fait, vraiment sur les jeux vidéo, il y a quelque chose moi qui me frappe, c'est que ça montre aussi la façon dont on peut manipuler des données scientifiques et faire croire qu'on fait de la science alors que pas du tout. C'est-à-dire qu'on nous dit, regardez,
ces jeunes hommes, parce que ce sont des hommes, qui agressent, qui voilà, ont des actions problématiques, jouent aux jeux vidéo. Sauf qu'en fait, statistiquement, la probabilité pour que un jeune entre 15 et 35 ans aujourd'hui joue aux jeux vidéo, elle est énorme. Et donc oui, il joue aux jeux vidéo, mais peut-être qu'il mange aussi du ketchup. Peut-être que c'est le ketchup en fait qui rend violent. Peut-être que c'est les frites qui rendent violentes. Enfin, en fait, on pourrait faire n'importe quel rapprochement. Et là, c'est bien pratique d'aller pointer le jeu vidéo plutôt que de pointer une absence d'éducation et de suivi éducatif, ou de pointer une défaillance d'un système juridique à un moment, ou de pointer aussi, parce qu'il y a aussi ces réalités, des espaces urbains qui ne sont pas favorables à la sécurité et à la sécurisation notamment des filles et des jeunes filles dans la rue. Et en fait, plutôt que de dire posons-nous des vraies questions et développons des politiques publiques à la hauteur de l'ambition, tiens, c'est la faute du jeu vidéo. C'est tellement pratique. Et donc, il n'y a aucun lien de causalité qui n'a été démontré scientifiquement sur ce sujet-là. Et toutes les grandes études concluent à une absence d'effet direct sur le comportement violent. Au contraire, ils peuvent être un outil de lien social et de stratégie. Et on en parlera bientôt. J'essaie de trouver un créneau pour recevoir Mathieu Serbaille, qui est spécialiste de ces sujets des jeux vidéo et qui nous montrera tous les points positifs. Voilà, et c'est la fin de ce quiz et c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup à Barbara, Axel et Anne pour cette discussion riche et inspirante. J'espère que on vous aura aidé à mieux comprendre les usages numériques de vos enfants et à mieux les accompagner à la maison. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un commentaire et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Nous espérons que cette discussion vous a donné des pistes pour accompagner vos enfants face aux défis du XXIe siècle. Un grand merci à nos invités. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou de laisser des commentaires sur vos applications de podcast. Et enfin, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode plein de nouvelles idées pour décoder l'éducation du XXIe siècle. Merci.